On est des gros gamins. Comme pendant notre scolarité, on est parfois tenté de regarder au-dessus de l'épaule de notre voisin pour copier ses meilleures idées. Mais aujourd'hui, vous ne serez pas punis, je vais même vous encourager à le faire. Mais attention, parfois nos voisins font aussi des erreurs. Et puis il faudra suffisamment maquiller notre opération spéciale pour faire croire que l'idée vient de nous. Je rigole bien entendu. Le but n'est pas de plagier les autres projets, mais bien de raconter notre propre histoire. Le problème, c'est qu'en démarrant dans notre coin, sans regarder ce qui existe autour de nous, on risque de perdre du temps sur certaines problématiques, ou pire, de reproduire des erreurs déjà éprouvées par les autres. Il faut pourtant raconter notre propre histoire, déployer notre propre récit pour donner une âme et de la profondeur à notre projet. Alors installez-vous confortablement car aujourd'hui je vous raconte la fabuleuse aventure de celui qui a fait un peu comme les autres, mais pas complètement. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Hugo Taché, développeur indépendant web et mobile, et comme tout le monde, j'aime les belles histoires. C'est pourquoi, pour chacun des projets que je réalise dans ma vie, j'essaie d'insuffler une âme, un sens, une vision. Je pense que malheureusement, cette dimension fait défaut à nombre de projets, et que ça participe à leur échec. Mais c'est vrai que ça peut être difficile de raconter sa propre histoire quand on doit tenir compte des autres et des applications qui existent déjà. On oscille entre peur de plagier et nécessité d'aller vite. En réalité, raconter sa propre histoire et s'inspirer des autres n'est pas incompatible. C'est même exactement ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment jongler entre les deux, être conscient de ce qui existe déjà, des bonnes et mauvaises idées, mais surtout réussir à définir le récit qui nous est propre. C'est l'objectif du jour. Dans l'épisode précédent, nous avons appris comment mieux définir notre idée en amont pour la rendre compatible avec le principe d'un MVP, c'est-à-dire d'une première version viable pour le marché. La définition qu'on a obtenue grâce à ce travail a mis en avant deux éléments importants, le cœur de métier et l'originalité. Aujourd'hui, on va donc développer ces deux notions et surtout les confronter à la réalité. De cette confrontation va naître notre propre histoire, notre récit. Chaque épisode peut se regarder individuellement, mais bien entendu, vous en tirerez le maximum si vous regardez aussi les autres. Sachez que d'ailleurs, cet ensemble de vidéos s'adresse à tous les niveaux, à toutes les compétences et peu importe vos langages de prédilection, ici ce sont des principes universels que nous allons étudier. Comme à chaque fois, je vais me servir pour mes démonstrations de mon propre projet d'application, Devolved. Pour résumer, Devolved permettra de collectionner des cartes à jouer, un peu comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Mais mon objectif est d'arriver à une expérience de collection haute fidélité. Les cartes seront fabriquées en partie avec l'aide d'une IA qui recèle quelques mystères. Si vous voulez en apprendre plus, en description et en fiche, vous trouverez la vidéo d'introduction de l'histoire de Devolved. Pour les plus inquiets, non, ce ne sera pas un projet NFT comme je le dis à chaque fois. Par contre, grâce à ça, je vais vous apprendre plein de choses. La question aujourd'hui se résume donc ainsi. Comment raconter notre propre histoire dans un monde concurrentiel? Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, voici la définition qu'on a obtenue pour Devolved. Une application mobile de collection de cartes générée en collaboration avec une intelligence artificielle. On a donc notre cœur de métier, la collection de cartes, et de l'autre notre originalité, la génération en collaboration avec une IA. Pour développer et élucider le cœur de métier, c'est là qu'on va avoir besoin d'observer la concurrence. En effet, la majorité du temps, nous ne sommes pas les premiers à vouloir nous lancer dans un certain domaine. Le cœur de métier reflète ce domaine. Dans mon cas, des formats de collection de cartes, il en existe beaucoup, sous forme physique, mais aussi sous forme d'application. On va donc se poser des questions et trouver les réponses qui ont été apportées par ces projets déjà en place. Concernant l'originalité, c'est là qu'on va, en s'inspirant de notre analyse du cœur de métier, déployer ce qui fera le sel de notre application. Il va être important également, au sein de notre cœur de métier, d'extraire la substance de ce qui le rend intéressant. Pour vous donner un exemple concret, concernant mon application, la notion de collection amène naturellement celle de rareté. Le travail qu'on va effectuer aujourd'hui nous aidera d'ailleurs pour le prochain épisode dans lequel on ira creuser cette substance plus en profondeur, notamment en l'analysant au regard de ce qui existe concrètement dans le monde qui nous entoure. Définir les éléments métiers de notre projet. Dans mon cas, je dois développer une application de cartes. Plusieurs éléments vont donc devoir trouver une réponse. Qu'est-ce qu'une carte? Que doit impérativement contenir une carte? Comment sont distribuées ces cartes? Quelle valeur monétaire peut-on leur donner? Qu'est-ce qui pousse les utilisateurs à vouloir en obtenir? Quel mécanisme fait dépendre leur rareté? Quelle forme doit prendre la collection? Et enfin, quel est l'aspect social que cette collection suggère? Ces questions sont très spécifiques à mon projet, je vous l'accorde. Et pour que vous puissiez vous approprier la méthode, on va imaginer quelles auraient pu être ces questions pour une application comme Airbnb. Ainsi, vous pourrez voir le type de questions que vous devez vous poser pour votre propre projet. Pour Airbnb, on pourrait se demander quelle est la nature des locations, comment les locations doivent-elles être représentées, quelles informations sont essentielles pour choisir une location, quels sont les critères les plus importants pour le choix d'une location, quelles sont les barrières à l'acte de réservation et comment les résoudre. On peut faire le même exercice d'ailleurs avec Deliveroo, également pour avoir un second aperçu. Quel type de plat est susceptible d'être commandé? Est-ce que certains plats sont incompatibles avec la livraison? Pourquoi un restaurant délèguerait ses livraisons plutôt que d'avoir son propre système? Combien coûte à un restaurant ses livreurs et donc quelle part l'application peut se
permettre de prélever? Quelles sont les habitudes des personnes qui commandent? Quelles sont les barrières qui réduisent la volonté pour un client de commander? Vous voyez qu'en général, c'est en partant du produit, puis en se dirigeant vers le ou les utilisateurs, qu'on est capable de dresser une série de questions, qui vont bien sûr être propres à notre idée, mais qui vont nous permettre de savoir ce qu'on recherche. Une fois qu'on a posé ces questions, on va lister les sources potentielles de réponses. Et ces sources, ce ne sont pas forcément les applications de nos concurrents. Il est intéressant de mettre dans notre perspective de solution la réalité tangible. Même si aujourd'hui tout passe par le numérique, il ne faut pas oublier qu'avant, ces problématiques se sont déjà posées et qu'elles ont trouvé des solutions dans la vie réelle. Si on reprend l'exemple de Airbnb, on se doute bien que la location ponctuelle existait déjà. Pareil pour Deliveroo, les livraisons de nourriture lui sont bien antérieures. D'ailleurs, ces applications ont avant tout utilisé les solutions de la vie réelle qui préexistaient. Pour Airbnb, ce n'est rien de plus qu'un registre de réservation avec un calendrier comme il en existait déjà dans les hôtels. Pour Deliveroo, les livreurs à vélo ou en scooter étaient déjà la solution des restaurants pour livrer leurs clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'en observant la réalité, avant le numérique, on trouve des choses qui vont nourrir l'originalité de notre idée et participer au récit de celle-ci. L'imaginaire autour du bed and breakfast ou de l'hôtellerie, tel que dépeint dans les films, se rapproche bien plus de leur existence concrète que de l'expérience vécue à travers Airbnb. Donc oui, on va trouver des solutions en regardant les applis de la concurrence, mais on va aussi nourrir notre récit grâce à la réalité. Finalement, la concurrence va répondre à des problématiques plutôt d'ordre technique, alors que la réalité va nous donner des clés narratives. Dans le cas d'Evolved, je vais donc d'abord voir comment et si mes questions trouvent une réponse dans la réalité. Puis je vais me baser sur une application, dans le cas présent Yu-Gi-Oh! Duel Links, pour étudier les mécanismes et stratégies qui ont été mises en place. La première étape va être de définir clairement ce qu'est une carte. Ça peut paraître assez simple en apparence, car on pourrait se dire que c'est simplement un bout de carton illustré, mais en réalité c'est bien plus que ça. Quand j'étais enfant, dans la cour de récré, les cartes étaient un vrai marqueur social par exemple. J'ai grandi dans un quartier assez pauvre et personne n'avait les moyens de s'acheter les vraies cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh! On avait donc quasiment tous des contrefaçons, souvent rédigées en japonais d'ailleurs, et on s'amusait quand même. Mais certains avaient les vraies cartes, celles en français, avec des illustrations qui n'étaient pas imprimées avec du jet d'encre bas de gamme. Et forcément, ça devenait un marqueur social. Quand j'étais petit, ça avait certes moins d'importance que maintenant, mais forcément, ce caractère authentique créait une envie chez nous. La taille de la collection avait aussi son importance. Plus tu possédais de cartes, plus tu avais de pouvoir lors des duels. Certains possédaient même des classeurs remplis de cartes. Et aujourd'hui encore, les passionnés de cartes leur donnent beaucoup de valeur. Et ce n'est pas toute la hype d'ouverture de boosters de ces dernières années qui me fera mentir. D'ailleurs, toujours quand j'étais petit, je me souviens que mon père me racontait que lorsqu'il se rendait au métro Jussieu, à Paris, de nombreuses personnes se retrouvaient pour exposer leur collection et s'échanger des cartes devant un magasin qui s'appelait, si je me souviens bien, l'œuf cube. Et ça me fascinait vraiment. Je suis tellement heureux d'avoir pu vivre cette époque. Vous voyez donc qu'une carte, et plus largement un jeu de cartes à collectionner, ce n'est pas qu'un vulgaire bout de carton. C'est un ensemble d'artefacts qui racontent une histoire. Et ça, c'est sans même évoquer le travail d'illustration, de narration, de construction des règles du jeu. Observer la réalité m'apprend donc quelque chose de très important. Il faut traiter avec beaucoup de respect, d'un côté les œuvres que constituent les cartes à collectionner, et de l'autre les passionnés qui se retrouvent autour. C'est une leçon importante, notamment au regard de l'originalité de mon projet qui se base sur une génération partielle des cartes par une IA. Poser la question de l'atome premier de notre projet nous permet de mettre en perspective les valeurs qu'il représente. Avec éthique et respect, on pourra ensuite sereinement construire notre projet sur cette base. D'un point de vue plus technique maintenant, que doit contenir une carte? Pour le savoir, j'ai compilé un maximum de cartes de plusieurs jeux pour en faire ressortir les traits caractéristiques. C'est ce que vous pouvez faire en quelque sorte pour votre projet également. Alors premièrement, et de manière générale, on remarque que la plupart des TCG, ou Trading Card Game, sont basés sur des franchises. Soit ils en sont issus, soit par mise en abîme, ils font partie intégrante de l'histoire, comme pour Yu-Gi-Oh! Dans mon cas, je n'ai bien entendu aucune franchise sur laquelle appuyer mon projet. C'est donc de mon ressort de déployer le lore qui entourera le projet. J'ai donc listé tout ce que pouvait contenir une carte en observant comment la concurrence traite cette problématique, et en voici la liste. Une carte comporte généralement un nom, une illustration, un élément, une valeur d'invocation, une classe ou famille, une description ou un effet, des informations de puissance, d'attaque, de défense, un numéro au sein d'une série justement, un indicateur de rareté, parfois un indicateur de première édition, et on ne le voit pas ici, mais bien entendu un dos de carte. Ces éléments constituent ce qu'on peut appeler des éléments métiers, retenir le nécessaire pour notre MVP. Avant de poursuivre, n'oubliez pas en cours de visionnage, si la vidéo vous plaît, de lui donner un pouce en l'air. Pensez également à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes, mais aussi à explorer la description dans laquelle, comme à chaque fois, je vous mettrai des ressources supplémentaires. Ce qui va être important, c'est de tout de suite mettre les éléments métiers qu'on a découverts en face de notre objectif de MVP. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, on va dans un premier temps réaliser une application uniquement basée sur l'aspect collection, puis dans une future version, ajouter le système de jeu. On va donc faire le tri et conserver uniquement les éléments qui correspondent à l'aspect collection.
Dans notre cas, on ne va donc pas garder l'effet d'une carte ou ses informations de puissance. Ça nous permettra ainsi de conserver une forme de liberté pour créer une surcouche jeu par la suite. Cependant, il va falloir quand même rester vigilant, car si on veut conserver une forme d'équilibre pour la suite, on doit quand même dès maintenant prévoir les types de cartes. Je vais donc pour l'instant me baser sur 4 familles: les entités, les effets, les événements et les lieux. Pour faire simple et pour ceux qui connaissent, c'est un parallèle entre les monstres, les magies, les pièges et les terrains de Yu-Gi-Oh! En définissant dès à présent ces éléments, je vais pouvoir me baser sur la proportion de chaque famille dans les séries de jeux qui existent déjà. Ainsi, j'assure pour la suite l'équilibre sans même avoir à m'en soucier. C'est pour cette raison que même si notre objectif est le MVP, avoir développé notre idée au-delà nous évite de nous tirer une balle dans le pied pour la suite. Grâce à ce travail d'observation et d'analyse, j'ai pu déterminer le design de base d'une carte que je vous dévoile ici. On va donc retrouver avec les flèches bleues les éléments indispensables à l'aspect collection, mais on va aussi se laisser un espace pour les éléments de jeu qui interviendront dans un second temps. On a cependant un énorme avantage par rapport à notre plateforme. Si on s'en donne les moyens lors du développement et qu'on crée un modèle dynamique au lieu de simples images, on sera en capacité de modifier le design ultérieurement. On sera même en théorie capable de créer plusieurs versions de la même carte. La dimension application nous donne donc une liberté qui nous permet de ne pas trop s'inquiéter par rapport aux éléments futurs. Et c'est pour ça que pour votre propre projet, il faut bien distinguer ce que vous devez faire maintenant et ce que vous pourrez faire après. C'est donc le travail d'observation du cœur métier, ici d'un jeu de cartes à collectionner, qui nous permet d'en retirer la substance et de designer une première version. Bien sûr, ce n'est que la surface et le travail doit aller plus loin. En réalité, chaque élément métier doit recevoir le même soin quant à son analyse et sa confrontation avec la concurrence. Passons à un aspect métier très intéressant, la distribution. La majorité des projets proposent une forme de distribution. Pour Airbnb, ça va être un catalogue des locations, pour Deliveroo, une liste de restaurants avec leurs cartes. Et pour nous, ça va être les boosters et les displays. Analysez le modèle économique de la concurrence. Au fait, j'ai quelques petites questions pour vous dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà laissé tomber une idée parce qu'elle avait, d'après vous, déjà été réalisée? Est-ce que l'épisode d'aujourd'hui vous donne envie d'y revenir? Pensez-vous que le fait que votre idée ait déjà été réalisée est finalement peut-être un avantage? Je vous laisserai me donner votre point de vue en commentaire. Comptez sur moi pour tous les lire. On reprend. Que ce soit dans la réalité ou dans une application comme Duel Links, les boosters et displays font partie intégrante des TCG. Pour faire simple, un booster est un paquet représentant une série et contenant un certain nombre de cartes dont la nature est bien entendu cachée. Chaque booster offre une certaine probabilité de tomber sur des cartes plus ou moins rares. Le terme de booster vient du fait qu'ils servent normalement à booster le deck de base, c'est-à-dire le set de cartes avec lequel on joue. On y retrouve des cartes plus rares que dans un deck de construction par exemple. Les displays, quant à eux, tirent leur nom de l'aspect mise en rayon. Quand vous allez dans un magasin qui vend des cartes, les boosters se présentent dans un display sur le comptoir. C'est un élément qu'il est intéressant de noter car c'est un vocabulaire de la réalité qui est totalement repris par exemple dans l'application Duel Links. L'avantage d'acheter un display, plutôt que des boosters séparément, c'est qu'il est garanti, dans chacun d'eux, de trouver une quantité minimum de cartes rares, très rares, légendaires, etc. Le client dépense alors plus d'argent d'un coup pour s'assurer d'obtenir ces cartes. Cet aspect sera très intéressant à creuser, notamment quand on déterminera le modèle économique de l'application dans une prochaine vidéo. Justement, en parlant de modèle économique, on va essayer maintenant de déterminer quelle pourrait être la valeur de nos cartes. Ce qui va être compliqué, c'est que n'ayant pas une licence puissante comme nos concurrents, on ne pourra pas proposer des prix aussi élevés, au moins au début, étant sur un produit immatériel d'autant plus. Regardons un peu dans la réalité comment se manifestent ces prix en se basant toujours sur Yu-Gi-Oh! Car on pourra faire le parallèle avec Duel Links ensuite. Pour commencer, selon la série en cours, les boosters peuvent contenir 9, 5 ou même 4 cartes dans les vrais magasins. Sur Duel Links, on va plutôt être sur 3 cartes par paquet, et c'est pour une bonne raison à mon avis. Avec un booster physique, le rituel d'ouverture est beaucoup plus long. Même si c'est quasi scientifique, le choc de dopamine au moment de l'ouverture est donc différent en version numérique. Stratégiquement, il va être plus intéressant donc de démultiplier les ouvertures plutôt que le nombre de cartes par booster. Mais tout cet aspect, notamment autour de la notion de rituel, on en reparlera au prochain épisode. En magasin physique, un paquet de 9 cartes coûtera en moyenne 4 € selon les revendeurs, ce qui nous donne donc un prix d'un peu moins de 50 centimes par carte. Sur Duel Links, si on opère le même genre de calcul, on arrive à un prix unitaire par booster d'environ 1 € et d'un prix moyen par carte d'environ 33 centimes. Concernant les displays physiques, ils contiennent 24 boosters pour un prix de 99 €, et au final un prix unitaire de la carte finalement similaire. Le bénéfice pour le client étant qu'en fait, il s'assure grâce au display de tomber sur des cartes rares. Dans Duel Links, le traitement est très différent. Pour chaque série, c'est comme si on nous donnait un display d'office. Il peut contenir 100, 150 ou même 200 boosters qu'on achète au fur et à mesure. En fait, ça va même un peu plus loin. En théorie, sur Duel Links, si vous achetez tous les boosters d'un display, vous aurez obtenu toutes les cartes de la série. On a aussi la possibilité de remettre à zéro celui-ci pour obtenir de nouveau les cartes rares et limitées. Voilà une solution technique qu'on pourra emprunter à Konami, la concurrence. Cependant, j'ajouterai de mon côté une petite spécificité pour augmenter la rareté des cartes malgré le fait qu'on puisse techniquement toutes les obtenir si on achète tous les boosters. Fait intéressant, en se connectant au jeu chaque jour et en moyenne tous les 2 jours, on obtient
obtient de la monnaie virtuelle. En calculant grossièrement, on obtient gratuitement un booster tous les 2 jours. C'est intéressant parce que ça veut dire que Konami, l'éditeur du jeu, sur un mois, va octroyer à un utilisateur gratuitement 45 cartes, soit environ 15 € en valeur réelle. En échange, l'utilisateur se connecte simplement à l'application. Mais on pourrait très bien imaginer un système similaire, basé sur les rewarded ads, plutôt que la récurrence de connexion. On reviendra bien sûr sur ce point lors de l'épisode dédié au modèle économique. Au moins maintenant, on sait qu'on ne va pas devoir dépasser les 33 centimes par carte, que générer une attractivité suffisante coûte environ 15 € par mois par utilisateur, et que le système de display, même s'il est pertinent dans la réalité, doit être adapté au numérique. Duel Links possède beaucoup d'autres mécaniques, mais c'est déjà une bonne base d'inspiration. Il y a aussi une phase progressive pour les nouveaux entrants qui obtiennent plus de cartes pour augmenter la rétention. On étudiera peut-être ça à l'occasion de l'épisode sur la monétisation. Il y a un élément qui est hyper important dans la distribution sur Duel Links, et dans la réalité aussi d'ailleurs, c'est le rituel d'ouverture de booster. Vous le voyez bien, notamment dans les vidéos des youtubeurs spécialisés, c'est un ensemble de règles à respecter lors de l'ouverture d'un paquet. Et ça fera partie, bien entendu, de ce qu'on étudiera au prochain épisode qui sera centré sur la rareté et la génération du désir. Bon, on a fait un peu le tour de la distribution, de la valeur des cartes, et on s'est donné rendez-vous au prochain épisode pour parler de rareté et de désir. D'ailleurs, petite note, mais le rituel que je viens d'évoquer peut se trouver aussi dans votre propre projet, car si on regarde, dans la plupart des domaines, il y a cette forme en fait de mécanisme que l'utilisateur va user, même dans la réalité. Un des derniers aspects qu'on va maintenant étudier concernant notre cœur de métier, c'est la façon dont notre collection est mise en avant. Il y a quelques temps, je me suis fait un petit délire nostalgique, un peu comme une revanche envers les contrefaçons que j'avais petit, et j'ai rempli un classeur entier de cartes Yu-Gi-Oh justement. C'est juste un petit plaisir. Mais ça montre que le portfolio a une place très importante. Et si dans la réalité le portfolio est un objet personnel, voire personnalisé, dans Duel Links, je trouve qu'il est un peu mis de côté. Un avantage concurrentiel qui pourra se transformer en originalité sera donc le traitement qu'on va lui réserver. Et même si dans la dernière vidéo j'ai indiqué qu'on ne risque pas tout de suite d'avoir une plateforme sociale d'échange de cartes, je pense qu'il faudra quand même trouver le moyen de partager son portfolio. Déjà pour montrer qui a la plus grosse collection, et aussi pour créer une forme de convoitise. Un leaderboard pourrait aussi être envisagé. On est toujours dans la collection uniquement. Il faudra veiller à ne pas déborder de la MVP, mais je pense qu'une collection sans exposition perd pas mal de son intérêt. Encore une fois, on rattache à la réalité. On a vu l'aspect cœur de métier, on s'est inspiré de l'histoire et du récit d'autrui, maintenant on va se pencher sur notre originalité et notre propre narration. Mettre en avant l'originalité de notre projet. Petite parenthèse avant la suite, n'oubliez pas le serveur Discord de la communauté pour partager votre propre projet dans le forum Vos Projets. Le but de cette série est de vous accompagner, et tenir un journal de bord sur le serveur vous permettra de conserver votre motivation. Si suffisamment de projets voient le jour, j'en parlerai sur la chaîne. Dans la description, vous trouverez donc une invitation, mais aussi un lien vers devclub.fr, la plateforme de la communauté. Vous y trouverez également mes réseaux perso, notamment mon GitHub. Allez, on poursuit. J'ai de la chance car le projet que je mène se situe à mi-chemin entre le jeu vidéo et une application classique. Ainsi, vous pourriez vous dire que raconter une histoire dans ce domaine est évident et même obligatoire. De la même manière, ça peut vous sembler absurde de raconter une histoire autour d'une application qui a priori n'est qu'un utilitaire. Pourtant, raconter une histoire autour de notre idée n'est absolument pas quelque chose à réserver au monde du jeu vidéo. Que ce soit le parcours des entrepreneurs qui sont à l'origine du projet, ou l'imaginaire qui entoure le cœur de métier, on peut puiser des éléments de narration depuis de nombreuses sources. Alors il est vrai que très souvent, le récit va plutôt se déployer à travers l'image de marque ou la charte graphique. Mais même si la marque est le point de départ de notre histoire, construire une narration va directement ensuite infuser dans les processus qui suivent une philosophie, une direction à prendre. C'est parce que cette histoire est écrite que, par exemple, l'UX d'une application va s'adresser d'une certaine manière à une certaine cible. De même, tout l'habillage UI de notre application va forcément découler d'une charte graphique et transmettre à travers des symboles, des couleurs et des mises en page les valeurs que l'on souhaite raconter. Une fois que notre application sera prête, cette histoire servira également de support à la communication. Le format des vidéos que je vous propose autour de la création de Devolved est d'ailleurs lui-même, de façon presque méta, un récit préliminaire à l'existence de l'application. C'est parce que vous suivez cette histoire vidéo après vidéo qu'elle plante ses fondations dans votre esprit et renforce votre attachement au projet. C'est pourquoi il est très intéressant d'écrire, même de façon succincte, une forme de manifeste autour de notre projet. Que ce manifeste n'ait pas vocation à être rendu public, ça n'a aucune importance. Par exemple, si votre application permet de faciliter des voyages, racontez sur le modèle d'un journal intime comment un utilisateur prévoit son voyage, imagine ses rencontres, prépare ses bagages, ressent des émotions, va vous permettre ensuite d'imaginer les moyens les plus pertinents de diriger votre MVP. Pour ma part, au-delà du contenu des vidéos, j'ai un lore et donc un univers qui est bien au chaud, qui n'attend qu'à être raconté, mais qui préexiste de tout le travail que je produis ensuite. D'ailleurs, la vidéo dans laquelle je vous dévoile le projet constitue en quelque sorte mon manifeste. Et c'est là qu'on rejoint la définition de notre originalité, car ce travail de narration est tellement puissant
qu'il peut transformer une faiblesse en force. Dans Devolved, par exemple, le fait de générer en partie les cartes de mon application grâce à une intelligence artificielle n'est pas quelque chose d'attrayant. C'est parce que je rends cohérent grâce à mon récit cette originalité qu'elle devient une force et qu'elle individualise mon application par rapport aux autres. Je suis le seul détenteur des clés de mon récit. Donc peu importe que quelqu'un reproduise mon travail ou qu'il mette l'idée en œuvre avant moi, je connais la fin de l'histoire, pas lui. Un travail intéressant à effectuer en parallèle du manifeste, c'est bien entendu celui de la recherche graphique. Si on en a vu les balbutiements avec le design de base des cartes de l'application, il faut bien entendu aller plus loin. J'ai donc ainsi réfléchi à l'apparence du logo, de la typographie de celui-ci, du dos des cartes, qui, même s'ils ne constituent qu'un travail préliminaire, vont me faciliter ensuite la tâche pour déployer l'univers graphique de mon projet dans toutes les dimensions. Ainsi, vous voyez que raconter l'histoire de notre application et de notre idée est en fait une forme d'immunité aussi face aux contraintes du marché. Quelque chose qui en même temps participe au succès futur du projet, mais qui nous rassure quant à l'originalité de celui-ci. Au prochain épisode, on reviendra un petit peu en arrière et on étudiera plus précisément les mécanismes qui peuvent provoquer le désir d'ouvrir, dans mon cas, des paquets de cartes. Et vous verrez qu'on n'a pas besoin forcément de succomber aux sirènes des NFT, de la blockchain, du métaverse, etc. Je vous apporterai à cette occasion mon point de vue sur ces technologies. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater le prochain épisode. On se donne rendez-vous pour celui-ci. Ciao!